The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bien le bonsoir à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire éducatif. Nous sommes le mercredi 5 septembre 2018 et ce soir nous allons voir ensemble comment analyser et comment trader le VIX, l'indice de volatilité, également appelé l'indicateur de la peur des investisseurs. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur les risques. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors tout d'abord, nous allons qualifier, essayer de décrire ce qu'est l'analyse technique, parce que c'est très important de le rappeler régulièrement. Alors, chacun proprement dit sa définition, même si elle se ressemble globalement toutes. Pour ma part, l'analyse technique, c'est l'étude des cours de la bourse et d'indicateurs afin de déduire la psychologie des investisseurs dans le but de prévoir la possible évolution des marchés. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le VIX? La présentation du VIX. Alors, c'est un indice qui a été créé par CBOE en 1993, donc c'est le Chicago Board Options Exchange, et c'est très important de retenir le mot options parce que c'est grâce aux options que ce VIX est créé. Vous savez qu'il existe différents types de dérivés, donc on a le futur et on a les options. Ça, c'est les principaux contrats dérivés utilisés par les institutionnels. Ensuite, on a les CFD, mais c'est pas vraiment utilisé par les institutionnels, quoique un petit peu, mais beaucoup moins que les futures et options. Futures options, c'est, on va dire, les produits dérivés peut-être les plus anciens et les plus populaires. Donc ce VIX montre les attentes du marché quant à la volatilité sur 30 jours. Il est construit en utilisant les volatilités implicites sur les options de l'indice S&P 500, les calls et les puts. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe des options, c'est très simple. Un option, c'est vous permet de vous positionner à l'achat ou à la vente sur un actif sans forcément garantir l'achat ou la vente. C'est-à-dire que vous pouvez prononcer un call sur le S&P 500 et finalement ne pas l'acheter. Mais en fait, vous pariez selon sur une période de temps limitée s'il va être à la hausse ou à la baisse, ce VIX. Et enfin, donc le VIX est utilisé par les investisseurs, surtout institutionnels, pour se couvrir de leur portefeuille action. Quand je parle bien des investisseurs, c'est pas ceux qui utilisent des produits dérivés, c'est bel et bien ceux qui utilisent le spot S&P 500, les actions par exemple. Vous savez que le S&P 500, il est pas vraiment, enfin c'est qu'un dérivé, hein, c'est un indice qui n'est pas réellement tradable, enfin en fait qui est pas tradable, hein, c'est pas une valeur spot. Un indice, c'est simplement une composition de composantes. Ça peut être un indice d'action, ça peut être un indice de matières premières, mais souvent ces indices sont uniquement tradables via des dérivés comme les futurs. Et ensuite CFD, etc., etc. Donc en fait, puisque le spot, il n'y a aucun moyen de shorter. Hein, quand vous achetez une action, vous ne pouvez pas la shorter, à part si si vous tradez une action, vous ne pouvez pas shorter l'action, à part si vous êtes sur du dérivé. Mais si vous achetez l'action réelle, vous pouvez que acheter et la vendre. Mais vous ne pouvez pas profiter d'une baisse. Vous ne pouvez pas shorter l'action si vous êtes sur du spot. C'est pour ça qu'on a eu des produits dérivés également. Produits dérivés sur un futur, vous pouvez très bien shorter une action, tout comme un CFD. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de moyen pour un investisseur sur le marché spot afin de profiter de la baisse ou pour se couvrir de la baisse, à part en prenant en clôturant sa position. Donc au lieu de clôturer sa position, eh bien il y a un moyen pour ces investisseurs qui investissent sur le marché spot, le marché réel, eh bien c'est d'être sur du dérivé sur des options, options S&P 500 ou en se protégeant sur le VIX. Didier, bonjour, bonsoir à vous. Donc je regarde la boîte de dialogue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Quel est le code VIX sur la plateforme pour le mettre à l'écran? Alors le VIX c'est VIX, hein, V-I-X, tout simplement. Alors le fonctionnement du VIX, c'est très simple.
lorsque le cours des actions baisse, on a le VIX qui va bondir. Parce que forcément, le marché va anticiper une hausse de la volatilité et donc va se couvrir sur des options. Et s'il se couvre sur des options de façon plus importante que lorsqu'il est en tendance haussière, eh bien on a un VIX qui bondit. Donc, qui dit baisse des actions, dit VIX qui augmente. Lorsqu'on a un VIX supérieur à 30, on peut considérer, enfin généralement, c'est associé à une importante volatilité. Et ça donc illustre une certaine crainte, incertitude de la part des investisseurs. À l'inverse, quand on a un VIX inférieur à 20, d'un point de vue historique, c'est pas forcément valable sur du court terme parce que depuis l'année 2017, on a très souvent un VIX inférieur à 20. D'accord. Mais d'un point de vue vraiment très long terme, le VIX, lorsqu'il est inférieur à 20, il est généralement considéré euh, comme des périodes où les investisseurs sont confiants, sont pas vraiment stressés des marchés actions. Stratégie de trading sur le VIX. Donc il en existe des tas. Là, je vous fais voir un petit peu peut-être les plus connus ou les plus faciles en tout cas. Il y a des bornes. Des bornes qui peuvent se repérer sur un graphique annuel ou voilà, sur du 5 ans ou du 10 ans du VIX. Un VIX inférieur à un 10, c'est trop peu de volatilité. À savoir que le VIX ne peut pas être nul parce que c'est tout simplement les perspectives d'investisseurs sur la volatilité dans 30 jours. Donc si le VIX est nul, ça veut dire qu'en fait le marché n'anticipe aucun mouvement, de même pas un tick pour les 30 prochains jours, ce qui est impossible. Vous voyez, donc un VIX ne peut jamais être égal à 0. Théoriquement, il ne peut pas l'être. À 5, ça n'a jamais été vu. Il y a eu un plus bas historique, ou en tout cas l'un des plus bas depuis que le VIX existe, qui a été réalisé en début d'année ou fin d'année dernière, aux alentours des 8,90. Vous voyez, donc en dessous de 10, c'est que la volatilité est extrêmement faible, et donc faut s'attendre à un retournement du marché action. Alors pas un retournement, je dis pas je ne parle pas de renversement de tendance, mais on peut parler d'un -2, -3, -4, -5% sur le marché. Comme un peu ce qu'on a eu, on va voir sur un graphique, en début d'année, lorsqu'on a eu le fameux flash crash, je vous rappelle sur le S&P, on a eu un -10% en quelques séances. C'était quelques jours, peut-être 2-3 semaines après que le VIX ait inscrit son plus bas. Voilà. Donc un VIX en dessous de 10 indique peu de volatilité et peut-être même trop peu. Vous voyez, donc en fait trop de confiance finalement de la part des investisseurs. Et un VIX supérieur à 25, c'est généralement lorsqu'on a un pic de volatilité. Il faut savoir que la volatilité, c'est un peu comme si on fait référence à de l'information, la prise de connaissance de l'information. Dès qu'on a une information qui est ressortie par exemple Reuters ou Bloomberg, étant donné que c'est les deux médias financiers les plus populaires, les plus suivis et qui ont le plus d'influence sur les marchés financiers, comme un peu ce qu'on a eu aujourd'hui, ceux qui ont suivi les marchés, on a eu Bloomberg qui a rapporté que Berlin et Londres avaient abandonné des exigences dans le cadre du Brexit. Donc on a eu l'idée d'un soft Brexit qui s'est fait aux yeux des investisseurs, et donc on a eu la livre sterling qui a bondi de 200 pips, le JBP-USD, en l'espace d'à peine 30 minutes. Ce mouvement de 200 pips, comme le NFP par exemple, où on a une forte hausse, c'est quoi? C'est de l'émotion. L'émotion ne dure pas. L'émotion est par la suite rationalisée. Et donc on a toujours, lorsqu'on a un mouvement vraiment impulsif de l'espace de pendant quelques minutes, comme le NFP ou comme ces annonces-là, on a, on va dire 90% des cas, un retracement. Et bien c'est pareil pour le VIX. Dès qu'on a un pic du VIX, c'est-à-dire que le marché prend en considération une certaine information, mais une fois qu'il a digéré cette information, eh bien le VIX redescend. D'accord? Donc un VIX trop élevé, ça ne dure généralement pas très longtemps. C'est pas parce que le VIX croise à la hausse 25 qu'on va avoir un signal baissier, mais par contre dès qu'il croise à la baisse, eh bien là on peut avoir un signal baissier sur le VIX et donc un signal positif pour les marchés actions. Ensuite on a une stratégie, c'est le croisement de la moyenne mobile 20 et 200 jours du VIX pour acheter ou shorter le S&P 500 sur du long terme. Et enfin on peut identifier les divergences entre VIX et S&P 500 pour arbitrer le S&P 500. Alors, on va parler de cela plus en détail au niveau de l'arbitrage. Didier qui m'explique, désolé, je suis novice, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le VIX? Alors, bien voilà, je viens de l'expliquer. Je vais vous faire voir de façon très concrète. Alors, le VIX qu'on a ici, mais qu'on va le regarder, voilà, sur la plateforme. Donc, c'est un contrat futur, vous voyez.
mais il est en format dérivé également sur PRT. Enfin, chez IG, vous avez l'option, enfin, la possibilité de trader soit le futur, soit le CFD. Voilà. Tac, alors. Voilà, donc VIX qui est, alors, tac, tac, tac. Ah, le VIX qui est juste ici devant nous, ça c'est le contrat futur qui cote depuis pas longtemps, mais donc on va mettre le contrat dérivé. Sa valeur dérive un petit peu du contrat futur, c'est normal, mais voilà, dans l'idée on a globalement la même chose. Alors on va mettre un graphique qui va être vierge. On va enlever tout sauf la moyenne mobile à 20 et 200 jours. Et nous allons enlever voilà, l'oscillateur. Donc là devant nous, nous avons le VIX. Le VIX sur, vous voyez, un peu moins d'une année. Et on va, donc vous voyez, on a, pardon, excusez-moi, quelque chose de plutôt qui frôle les 10, 12. Donc là, ne faites pas vraiment attention à l'échelle. Vous pouvez enlever à peu près un point pour le vrai VIX. Hein. D'ailleurs, écoutez, on va se mettre sur la plateforme voyez, TradingView. Et donc déjà, c'est possible de faire une analyse technique sur le VIX. Et vous voyez que le VIX, si on se met sur du très très long terme, il n'atteint jamais zéro. Et il y a comme un sol en fait, un plancher sur le VIX. Vous voyez que à ce moment-là, fin décembre, début d'année, le VIX était venu à 8,9. Donc en dessous des 10, c'est quand même assez extrême. C'est-à-dire qu'il y a très 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 peu de volatilité. Ça arrive très rarement. Hein. C'est pas, ça arrive quelques fois par an si ça arrive dans l'année. Hein. C'est pas tout le temps. Vous voyez 10 finalement depuis 2008, ça a été seulement atteint en 2017. Donc c'est relatif. Hein. C'est relatif. Une autre façon d'avoir on va dire un espèce de taux plancher, c'est que vous mettez une moyenne mobile, par exemple, à 200 jours, mais au lieu de prendre le prix de clôture, vous allez prendre les plus bas. Et là, on a une espèce, on a comme un taux plancher. Voilà. On a comme un taux plancher. Mais encore une fois, personnellement, j'aime bien le seuil de 10. On peut le remonter à 11. Mais voilà, dès qu'on a un VIX qui va sous 11, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de volatilité et donc, eh bien, il y a une probabilité de, comment dire, de baisse du S&P qui est accrue. Regardez, on superpose le S&P qu'on va mettre en noir. J'enlève les moyennes mobiles. Vous voyez, VIX, hausse du VIX, baisse du S&P. Hausse du VIX, baisse du S&P 500. Ici également, hausse du VIX, baisse du S&P 500. Alors on va se mettre sur un an pour que ce soit très très clair. Vous voyez, il y a une corrélation totalement négative entre les deux. Hein. Il y a une corrélation qui est extrêmement négative. D'ailleurs, si on met corrélation coefficient, donc si on met un coefficient de corrélation entre le SPX et le VIX, nous allons le mettre à 200 périodes pour avoir quelque chose de long terme. Vous voyez, entre les deux, eh bien, la plupart du temps, la corrélation, on va dire, de vue, je dirais, 80% du temps, la corrélation est extrêmement négative. Hein. La corrélation est extrêmement négative. Donc ça veut dire hausse du S&P, baisse du VIX, mais hausse du VIX, baisse du S&P. Alors, je reviens tout d'abord sur le premier point, qui était la divergence entre le S&P et le VIX. Puisque l'on sait qu'il y a une corrélation négative entre les deux, si la corrélation devient de façon soudaine positive, eh bien on a un signal en fonction de la direction du VIX. Donc je remets, excusez-moi, ce coefficient, corrélation coefficient avec le SPX. Cette fois-ci, on est à 20 périodes, ce qui va nous permettre de savoir sur 20 périodes si on a une corrélation positive. Et dès qu'on a une corrélation positive, on a un signal du VIX. Donc là, par exemple, vous voyez, ici on est au-dessus de 0, on est même à 0,66, là on avait un signal qui était alertant.
Donc dès qu'on a une corrélation qui est positive, qui devient positive, qui est au-dessus de 0 entre le VIX et le S&P, on a un signal généralement baissier pour le marché action. Par exemple ici, vous voyez, on a le VIX qui progresse, le S&P qui progresse également. Or, normalement, si on a une hausse de la volatilité, on a généralement une baisse du marché action. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que si on a une hausse du VIX, c'est-à-dire que le marché cherche à se couvrir d'une baisse. Donc, va forcément prendre des bénéfices rapidement avec la moindre annonce. À ce moment-là, lorsqu'on a eu cette chute du VIX, c'était parce qu'on avait eu un salaire horaire moyen aux États-Unis qui a augmenté plus que prévu à 2,7%, je ne sais plus combien, mais c'était la valeur la plus haute depuis 2009. Donc le marché était inquiet d'un resserrement monétaire trop important, trop rapide de la part de la Fed, et donc la moindre annonce avait fait chuter le VIX, chuter pardon le S&P 500. Donc là, vous voyez, c'était possible de, on va dire, identifier ce retournement. Dès qu'on a une corrélation, vous voyez, à court terme, à 20 jours, entre le VIX et le S&P qui devient positive, et qu'on voit le VIX progresser alors que cette corrélation est positive, c'est clairement un signal baissier pour le VIX, pour le S&P. Là, c'est pareil. On a une corrélation qui devient positive. Bon, vous voyez, on avait eu une toute petite baisse. Bien évidemment, il n'y a aucun indicateur qui va vous donner 100% de bons signaux. Ici, on a une corrélation qui devient positive, S&P qui baisse légèrement. Pareil ici. Ici, on a une petite consolidation, petite baisse. Vous voyez là, on a une corrélation qui est négative la plupart du temps. Ici, pareil, corrélation qui devient positive, baisse du VIX. On peut même raccourcir cette période finalement pour avoir plus de signaux. Évidemment, plus vous avez de signaux, plus il y a de chances qu'il soit, on va dire, mauvais. Mauvais dans le sens que vous aurez beaucoup plus de faux signaux. Mais là, vous voyez, divergence. Enfin, on a une corrélation qui devient positive, ce qui est pas normal, et donc on peut spotter, on peut identifier, excusez-moi, les baisses, tout simplement. Voilà, et là vous voyez qu'on a une hausse de la volatilité, on a une corrélation qui devient positive, donc on est peut-être à la veille d'une petite baisse. Hein. On parle pas d'un crack, mais on parle d'une baisse. Alors ça dépend. Vous voyez ici par exemple, on avait une baisse de 10% du S&P, mais voilà, 2, 3, 4, 5%, voire plus. Donc là, par exemple, on est en train d'avoir une corrélation positive, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal d'un point de vue historique. Et donc, c'est tout à fait possible de shorter le S&P puisque cette corrélation est devenue positive. Le VIX devient une devise. Non, le VIX n'est pas une devise. Hein. Le VIX, il faut bien comprendre que c'est la volatilité sur les options prises par les investisseurs pour se couvrir de potentielles baisses du S&P 500. Donc, si les investisseurs du spot, qui sont généralement les investisseurs institutionnels, hein, généralement les petits, les particuliers, ou même les particuliers, je parle de tous les comptes, que ce soit des gros comptes ou des petits comptes, la plupart sont sur sur des dérivés, soit sur du CFD, soit sur du futur. Ceux qui tradent les actions en spot, en réel, vraiment tradent hein, et pas investissent. Il y a une différence entre les deux. Il y a un esprit de spéculation dans le trading. Hein. Donc ceux qui spéculent sur le marché spot, c'est généralement des gros institutionnels. Et donc si les gros institutionnels, on les considère comme plutôt des participants du marché qui sont informés, qui sont qualifiés et qui donc ont généralement raison. Si les investisseurs ont généralement raison entre guillemets se couvrent sur les marchés, eh bien ça veut peut-être dire ça veut sans doute dire qu'on aura une baisse à suivre parce qu'ils vont prendre des bénéfices de façon assez rapidement. On ne parle pas du tout d'un crack boursier. Hein. Je ne parle pas du tout quand je parle de prise de bénéfice d'un crack. Hein. Je parle réellement d'une baisse, d'une petite correction. Donc non, le VIX n'est pas une devise, mais c'est simplement un indicateur de volatilité qui montre un petit peu la psychologie des investisseurs. Un VIX qui baisse, c'est-à-dire des incertitudes qui diminuent aux yeux des investisseurs. Bien évidemment des incertitudes sur le S&P 500, des inquiétudes sur le S&P 500. Un VIX qui augmente, c'est un marché qui devient inquiet, qui devient peureux du marché action américain. Voilà, donc déjà, première méthode de trading, c'est repérer, c'est tout simplement ces divergences. Dès qu'on a une corrélation qui passe positive, qui est au-dessus de 0 entre le VIX et le S&P, faut s'intéresser à shorter à court terme le VIX. Ou alors,
si vous souhaitez pas le shorter, au moins vous pouvez attendre. Finalement, vous savez que vous allez avoir, enfin, il y a énormément de chances qu'il y ait une petite correction du S&P 500, donc ça va vous permettre d'entrer à un meilleur prix sur le S&P. Donc voilà, première méthode pour trader le VIX, c'est cette corrélation. Deuxième méthode, donc c'est l'analyse technique. L'analyse technique, hein, vous tracez des obliques. Si on a une cassure d'une oblique, hop, signal haussier. Puisque le VIX est extrêmement suivi, l'analyse technique est possible. Voilà. C'est pas possible de faire l'analyse technique sur un marché qui n'est pas vraiment suivi, qui n'est pas vraiment liquide, parce qu'il est manipulable. Donc voilà, VIX, alors on a parlé les divergences, on va parler des bornes entre 10 et 25. Alors on peut voilà remonter un petit peu cette borne à 10, on peut la passer à 11, parce que c'est vrai que 10 c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Donc 10 et 25. Tout simplement, on va considérer ces zones comme des zones de surachat et de survente. Tout simplement. Donc dès qu'on est au-dessus, là on a un excès du VIX. Donc on a un excès de la volatilité. On va considérer que la volatilité actuelle n'est pas justifiée, ou en tout cas va faire preuve, va être digérée en fait, parce que c'est généralement une annonce. Aux volatilités, c'est parce qu'on a eu un catalyseur. Donc ce catalyseur va être digéré par les investisseurs, et ensuite donc on va avoir une remontée, on va avoir une baisse pardon, la volatilité, et donc une remontée du S&P 500. Donc dès qu'on va recroiser à la baisse, dès que ce VIX va recroiser à la baisse les 25, on va avoir un signal positif sur les marchés actions. Regardez par exemple ici, alors on va enlever cette oblique, on va enlever voilà, cette zone, et nous allons mettre simplement des droites verticales lorsque le VIX croise à la baisse 25, donc clôture en dessous de 25. Donc on a un signal positif sur le S&P qui est, je rappelle, en noir devant nous. 25, le VIX qui est avec les chandeliers, hein, je rappelle. Donc là, tout au long de l'année, on n'avait plus de signaux. Vous voyez que 25, ça arrive pas tous les jours. Hein. À ce moment-là, vous voyez, donc ici c'était le flash crash. Ici, pardon, juin 2016. Alors, juin 2016, je me souviens plus exactement quel était le facteur. Ici, c'était l'élection de Donald Trump. Vous voyez, donc on peut même la réduire à 20 finalement. On peut même réduire à 20. Vous voyez, si on réduit à 20, on a davantage de signaux. Mais évidemment, c'est comme toujours, plus vous allez avoir de signaux, plus il y a de chances qu'ils soient mauvais, qu'ils soient écoutez, moins filtrés, ce qui est normal. Donc voilà, on peut être en 20, 25 ou entre les deux. Vous pouvez chercher une borne intermédiaire. Il n'y a pas de science infuse là-dessus. Il n'y a pas un seuil magique. Hein. Donc voilà, en tout cas entre 20 et 25, c'est une borne qui peut être intéressante. Là, on est à 22,5 comme vous pouvez le constater. Et vous voyez 22,5, clôture à la baisse, clôture du VIX. Et vous voyez, on a généralement des points bas assez pertinents sur la S&P 500. Mais évidemment, c'est pas tout le temps le cas. Sinon, ça serait un indicateur parfait. Mais on voit quand même qu'on a quelque chose d'assez sympathique. Regardez le VIX au mois de mai 2010 avec le méga flash crash. Alors, mai 2010, voilà, VIX qui était monté à 50. Ben écoutez, comme le flash crash, hein, finalement, comme le flash crash qu'on a eu en début d'année, hein, il est monté à 50 ce VIX. Hein. Et donc là, vous voyez, flash crash, S&P au-dessus comment dire de 50 et on a par la suite le VIX qui vient clôturer en dessous de 22,5 à ce moment précis. Donc vous voyez on avait une nouvelle baisse. Bon, c'était pas le point d'entrée parfait, mais finalement, vous voyez qu'on avait quand même un niveau de prix assez intéressant. Et encore une fois ici, vous voyez, VIX qui clôture sous 25, on est quand même près du point bas. Pareil à ce moment-là. Vous voyez, donc on pourrait continuer encore longtemps. Donc voilà, borne entre 20 et 25 surachat du VIX et donc point d'entrée d'achat pour le S&P 500. En dessous de 11, après ça dépend, la borne basse, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le 10, ça a été vu la première fois en 2017, ça n'a pas été vu depuis énormément d'années. Donc si on attend finalement que le VIX arrive sous 10 pour s'inquiéter de la volatilité, eh bien ça ne va pas arriver très souvent. Mais donc voilà, une moyenne mobile à 200 périodes, par exemple, en prenant les points bas, eh bien ça peut être intéressant. Ou alors vous avez un autre indicateur qui est extrêmement intéressant, c'est Bollinger, pourcentage B. Qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement le positionnement du VIX dans ces bandes de Bollinger.
au-dessus de 1, c'est-à-dire que le VIX dépasse et est au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. En dessous de 0, c'est-à-dire que le VIX est en dessous de la bande inférieure de Bollinger. Et puisqu'on sait que en dessous, enfin, bande de Bollinger est censée contenir 95% du prix, du cours, si on a une clôture du VIX sous la borne basse de la borne de Bollinger, c'est clairement de la survente de la volatilité et on a très généralement un rebond, du VIX et donc une baisse du S&P 500. On regarde cela, on met les bandes de Bollinger pour que ça soit clair. Donc bande de Bollinger à 20 périodes, comme d'habitude. Donc là, vous voyez par exemple, alors je vais enlever tous les tracés. Voilà, donc S&P on enlève rapidement, voilà. Donc là, vous voyez, VIX qui clôture au-dessus de la borne de Bollinger, on a cette ligne verte qui est au-dessus de 1. Et à l'inverse, on a ici le VIX qui clôture sous la bande de Bollinger, on a ici la borne, enfin le pourcentage, la situation du prix dans les bandes de Bollinger qui est inférieure à 0. Voilà. Donc ce que je voulais dire, oui, c'est donc on va utiliser cet indicateur comme finalement un indicateur contrarien, dans le sens que on va considérer ces bandes comme surachat et survente du VIX. Donc surachat du VIX, signal haussier pour le S&P 500. Survente du VIX, on a donc, c'est donc synonyme de hausse de la volatilité puisqu'il est survendu, et donc signal négatif pour le S&P 500. Et donc si je remets le S&P 500 et qu'on fait simplement sur une année glissante les signaux, regardons cela. Donc ça, je vais enlever le stochastique pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Je vais enlever la moyenne mobile à 50, à 200, pardon, parce que pareil, ce n'est pas forcément facile à lire. Donc là, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat. Donc signal d'achat parce qu'on a cette bande qui dépasse 1. Signal d'achat. Également ici. Également ici. Donc là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Bien parce qu'on a une corrélation qui est devenue positive, tout simplement. Et on le sait, normalement elle est négative. Donc dès que la corrélation devient positive, eh bien la polarité s'inverse. Le surachat devient également du surachat sur du S&P 500. Voilà. Donc c'est important de ne pas se baser que sur un seul indicateur. Là, il faudrait également surveiller, comme on l'a vu, le coefficient de corrélation avec le S&P, entre VIX S&P, et on va le remettre donc à 10 périodes. Vous voyez, 10 périodes, et lorsqu'on a une corrélation qui devient positive, les signaux de ces bandes de Bollinger ne sont plus pertinents, tout simplement. Donc là, c'était totalement possible de les filtrer, vous voyez. Ici, ça se filtre. Voilà, mais on va se baser uniquement donc sur cet indicateur, simplement pour faire voir. Là, on parle pas, je vais pas vous parler de stratégie complète, mais vous voyez, signal haussier, on peut encore continuer un dernier. Vous voyez, on a fait une année. Donc là, on a tous les signaux d'achat sur le S&P 500. Vous voyez qu'ils étaient plutôt assez bons. Ils étaient plutôt pertinents. Et à l'inverse, on va prendre les signaux de prise de bénéfice. Donc dès que le VIX devient survendu, donc là, vous voyez, on touche 1. Il n'a pas été en dessous de 1, mais bon, il a touché 1. Donc signal de prise de bénéfice. Ici non plus, la corrélation est devenue positive. Là, nous avons un VIX qui passe sous 0. Hop, et voilà. Donc vous voyez, on avait quand même des signaux d'achat et de prise de bénéfice assez intéressants. Bien évidemment, dès qu'on a une corrélation qui s'inverse, eh bien ça annule, ça annule les signaux qui seront donnés par cette stratégie avec l'indicateur BB, pourcentage B, qui, je rappelle, ça représente la présence du cours dans les bandes de Bollinger au-dessus de 1, c'est-à-dire que le cours est au-dessus de ces bandes de Bollinger, de sa bande supérieure de Bollinger, et en dessous de 0, ça veut dire que le cours est en dessous de la bande inférieure de Bollinger. Voilà. Donc voilà, là vous avez une stratégie trading. Concrètement, corrélation de court terme, les bandes de Bollinger, vous pouvez optimiser vos points d'entrée du S&P 500 avec cela. Et enfin, on va parler de croisement de moyenne mobile.
On va parler de croisement de moyenne mobile. Voilà, donc je vais réenlever ces tracés. On est sur du 20 période prix de clôture, les deux moyennes mobiles, 220. Et donc tout simplement, cette stratégie va plutôt être une stratégie de long terme, et on va en fait trader les croisements du VIX sur le S&P 500. Encore une fois, en fait, le VIX, il va être surtout utile pour trader le S&P 500. Le VIX, vous pouvez le considérer globalement comme un indicateur. Voilà. Ça peut se trader, hein. Bien évidemment. Là, ce que je vous dis, les signaux que je vous donne sur le S&P 500 grâce au VIX, vous pouvez, au lieu de trader le S&P 500, très bien trader le VIX. C'est-à-dire que si vous aviez votre signal de surachat sur le VIX, au lieu d'acheter le S&P 500, vous pouvez très bien vendre, shorter le S&P, le VIX. Vous pouvez le shorter, vous voyez, via PRT. Donc voilà. Vous pouvez autant finalement trader le VIX, c'est ni plus ni moins faire l'inverse que ce que vous auriez fait sur la S&P 500. Donc si vous avez un signal de surachat, de survente du VIX, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de hausse du VIX assez élevée, et donc une probabilité de baisse du S&P assez élevée. Donc soit vous shortez le S&P 500, ou soit vous décidez d'acheter le VIX. Voilà. Donc en soi, il n'y a pas de grande différence entre, j'ai envie de dire, le timing d'entrée du S&P et le timing d'entrée du VIX. Ça va être les mêmes signaux. Sauf que soit vous décidez d'appliquer ces signaux trading sur le VIX en lui-même, ou soit vous le faites en parallèle sur le S&P 500. Mais ça ne sert à rien de faire les deux en même temps, hein. Ne vous dites pas que shorter le VIX et acheter le S&P 500 dans le même temps soit utile. Ça va simplement vous exposer deux fois, hein. Deux fois plus sur le marché, hein. Voilà, donc on parle tout de suite donc de croisement de moyenne mobile. Ici, moyenne mobile à court terme qui croise à la baisse, la moyenne mobile à long terme, on a donc un signal d'achat. On a donc un signal d'achat. Ici, on a un moyenne mobile qui croise à la hausse, on a un signal de prise de bénéfice. Alors, je vais me remettre sur un an. Ici, on a la moyenne mobile. Alors, vous savez quoi, je vais mettre, pour être précis, parce que là je le fais à l'œil, je vais mettre ici les bornes. Donc, moyenne mobile 20, 14,30, moyenne mobile 200, 14,25, 14,26, 14,30, 28, 21. Voilà. Donc là, on a la moyenne mobile à 20 qui croise à la baisse, moyenne mobile à 200 jours. Donc, en d'autres termes, la volatilité à court terme qui est inférieure à la volatilité de long terme. Signal positif. Signal positif tant qu'on n'a pas cette moyenne mobile qui repart au-dessus de la moyenne mobile à long terme. Ici, moyenne mobile qui croise à la baisse, moyenne mobile à court terme qui croise à la baisse, la moyenne mobile à long terme, donc un signal négatif. Etc., etc. Donc on peut continuer. Là, on avait la moyenne mobile qui croisait à la baisse. Vous voyez, 14, 11, 74, pardon. Voilà. 11,47, 11,55. Donc la moyenne mobile à court terme qui est inférieure à la moyenne mobile à long terme. On a un signal positif pour soit le VIX, soit pour le S&P, on a un signal d'achat, ou soit vous décidez du coup de shorter le VIX. Mais vous voyez que en dessous de la moyenne mobile à long terme, on a généralement plutôt une consolidation qu'une baisse du VIX. C'est pour ça que c'est très compliqué de shorter le VIX en dessous de 20. En dessous de 20, shorter le VIX, en dessous de 15 ou voilà, plus bas, c'est compliqué de shorter le VIX. Donc si vous avez un signal par exemple pour shorter le VIX alors que le VIX est à 10, c'est honnêtement c'est presque du suicide de trading, hein, parce que on l'a vu, hein, sur les 10 dernières années, combien de fois il a atteint, vous voyez, sur All, donc on va le mettre depuis tout le temps. J'enlève tous les tracés, mis à part, donc on va mettre 10. Combien de fois le VIX a atteint 10 depuis 1991? Une fois. Allez, quelques fois 2005-2006, frôlé en 2014 et dépassé en 2017. Donc vous voyez, sur les 20 dernières années, on a eu vraiment que 3 périodes, 1, 2, 3, pardon, 4 périodes où on a eu le VIX qui a touché 15 ou qui est passé en dessous.
Donc shorter le VIX alors qu'il est en dessous de 10, c'est clairement une mauvaise stratégie. On peut clairement l'affirmer. Donc, même si vous avez un signal pour shorter le VIX, ne le faites pas non plus à n'importe quel prix. Sachez qu'il y a comme un espèce de plancher sur le VIX que personne ne connaît. Il peut pas atteindre 0, le VIX, mais voilà, il y a un certain plancher qui est globalement invisible, mais on le voit sur du long terme, il est globalement vers 10. 10, parfois on est allé en dessous de 9 en fin d'année dernière, mais voilà, ça se fait de façon très très ponctuelle. Et à l'inverse, regardez sur du très long terme. Regardez sur du très long terme, à chaque fois qu'il atteint 50. 50, signal négatif pour le VIX. Regardez un petit peu. Signal négatif pour le VIX. Et donc achat du S&P 500. Voilà, 50, 45, bien évidemment, ça s'ajuste une stratégie de trading, hein, ça s'optimise. Mais là déjà même vous voyez 45 hein, finalement, on arrive à avoir des points bas post crack, mini crack. Hein. Donc là vous voyez point bas presque c'est presque le point bas de la crise. Ici point bas. Donc on attend bien évidemment que le VIX repasse en dessous de 45. C'est pas le croisement à la hausse qui donne un signal, c'est vraiment le croisement à la baisse. Donc là croisement à la baisse, signal positif, signal positif, signal positif. Donc vous voyez, si on va sur du long terme, le VIX s'avère un bon indicateur pour avoir des prix d'entrée, pour optimiser ses prix d'entrée de long terme sur le S&P 500. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait conclure quand la corrélation devient positive pour le VIX 500. C'est VIX qui est out ou S&P 500. Alors, généralement, c'est le S&P 500. C'est-à-dire que dès qu'on a une corrélation qui devient positive, ça veut dire que les investisseurs institutionnels anticipent une hausse, se couvrent, c'est-à-dire qu'ils se couvrent sur les options. Ils couvrent leurs portefeuilles qui sont positionnés à l'achat sur les marchés actions. Ils se couvrent avec des puts sur le VIX. Et donc en fait, ils anticipent simplement une baisse du VIX d'ici les 30 prochains jours. Donc quand on a une corrélation, quand on a un VIX qui augmente, ça veut dire que le marché anticipe une baisse du marché action. Donc dès qu'on a la corrélation qui devient positive, dès qu'on a le VIX qui augmente, mais que le S&P augmente, là on a un signal négatif sur le S&P, parce qu'on sait que la réaction, normalement le S&P doit être baissier.